Une petite fille sauve la vie d'un millionnaire sur un pont bondé, mais ce qu'elle lui demande en retour le laisse complètement sans voix. Il supposait que son argent pourrait exprimer sa gratitude, mais sa simple demande l'a ému aux larmes et l'a forcé à affronter le vide de sa vie. Qu'a-t-elle demandé et comment cela a-t-il changé son chemin pour toujours? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin inondait les hautes fenêtres de la somptueuse pentouse d'Ethan Grant, projetant de longs rayons de lumière sur les sols en marbre brillant. La ville en contrebas s'étendait comme un royaume lointain, mais à l'intérieur des murs de ce havre de verre et d'acier, Ethan suivait sa routine quotidienne dans une isolation totale. Ajustant sa cravate avec un soin pratiqué, l'homme qui le regardait dans le miroir de la salle de bain semblait poli et réussi, mais vide à l'intérieur. Tout dans son espace était impeccable, pas un oreiller déplacé ni un grain de poussière visible, reflétant sa vie contrôlée, méticuleusement organisée mais complètement stérile. À exactement 7h30 du matin, il monta dans son ascenseur privé, le son de ses chaussures en cuir coûteux tapant doucement contre le sol. Le trajet jusqu'à sa voiture était silencieux, exactement comme il l'aimait. Plus tard, dans son bureau de coin en haut de l'immeuble chez Grayson Enterprises, Ethan était assis derrière un bureau imposant, son expression froide et impénétrable. Mike Wilson se tenait devant lui visiblement mal à l'aise. « Monsieur Grayson, s'il vous plaît », la voix de Mike se brisa. Il manquait juste un chiffre après la virgule dans le rapport. Je peux le corriger tout de suite. Un chiffre après la virgule coûte à cette entreprise des milliers, répondit Ethan d'un ton glacial. Rangez vos affaires. La sécurité vous escortera. Défait, Mike s'affaissa, sa voix tremblante. J'ai une famille, monsieur. Une femme malade. Ce n'est pas mon problème, répondit Ethan sèchement, tournant son attention de nouveau vers son ordinateur. Bonne journée, monsieur Wilson. La réunion du conseil d'administration de l'après-midi n'offrait pas plus de chaleur. Sarah Mitchell, une jeune cadre brillante et enthousiaste, se tenait à l'avant de la salle de conférence. Son enthousiasme s'estompait sous le regard implacable d'Ethan. Elle présenta sa proposition pour un programme de sensibilisation communautaire, expliquant comment cela ne nécessiterait qu'une petite fraction de leur profit annuel tout en ayant un impact positif sur la communauté. Mademoiselle Miller, interrompit Ethan, sa voix résonnant dans la salle tendue, cette entreprise n'est pas une œuvre de charité. Nous sommes ici pour faire de l'argent, pas des amis. Avec un clic sec, il ferma son ordinateur portable. La proposition est refusée. Les autres membres du conseil se déplaçaient mal à l'aise dans leur fauteuil en cuir, évitant le regard embarrassé de Sarah alors qu'elle rassemblait ses affaires, les joues brûlantes de rouge. Ethan ne l'avait soit pas remarqué, soit avait choisi de l'ignorer. Les regards déçus échangés autour de la table passèrent inaperçus. Ethan avait déjà détourné son attention vers le point suivant de l'ordre du jour, son visage impassible comme si briser les espoirs de quelqu'un n'était qu'une autre case à cocher sur sa liste de tâches. Une fois la réunion terminée, il retourna à son bureau, la lourde porte claquant doucement derrière lui. Les murs étaient ornés de plaques et de trophées, leur surface polie brillant sous le soleil de l'après-midi. Ces symboles de ses triomphes professionnels rendaient d'une certaine manière la pièce plus froide et plus inanimée. Debout près de la fenêtre du sol au plafond, il serra les mains derrière son dos, observant les rues animées en contrebas. Le reflet dans le verre capturait la couverture d'un magazine proclamant qu'il était le leader d'affaires de l'année, mais son regard se détournait vers les espaces vides où auraient dû être les photos de famille. Un souvenir intrusif. Catherine, son dernier ex-petite amie, quittant il y a 2 ans. « Tu es impossible à joindre », dit-elle, sa voix teintée de frustration. C'est comme essayer de serrer un mur. Les mots résonnaient toujours, coupant aussi nettement maintenant qu'à l'époque. Plus tard ce soir-là, Ethan se retrouva dans la grande salle de bal de l'hôtel métropolitain, debout seul à l'extérieur de la gala annuelle de charité de son entreprise. Les lustres en cristal projetaient une lumière scintillante sur l'espace élégant où les sons de rire et de verre tintants remplissaient l'air. Les membres du conseil, les investisseurs et les jeunes cadres enthousiastes s'approchaient de lui, mais les conversations restaient superficielles, tournant autour des marges bénéficiaires et des tendances du marché. De l'autre côté de la salle, Sarah Mitchell riait chaleureusement avec un groupe de collègues, partageant des photos sur leur téléphone. Des sourires sincères illuminaient leurs visages. À proximité, le remplaçant de Mike Wilson s'installait déjà, échangeant des blagues avec l'équipe de comptabilité, leur camaraderie facile et naturelle. Ethan tira sur sa cravate, la desserrant légèrement alors que la salle semblait se refermer sur lui. Malgré la température parfaitement régulée,
il accomplissait les poignées de main obligatoires et les échanges brefs, remplissant ses devoirs mais se sentant comme une ombre parmi la foule vibrante. En rentrant à sa pentouse, il regarda les lumières de la ville scintillant comme des étoiles lointaines à travers les grandes fenêtres. S'allongeant sur son canapé en cuir, son téléphone semblait anormalement lourd dans sa main. Le nom de Rachel brillait sur l'écran, sa sœur, avec qui il n'avait pas parlé depuis 3 ans. Leur dernière conversation avait concerné l'anniversaire de leurs parents, elle voulait visiter leur tombe ensemble, mais il avait décliné, utilisant une fusion comme excuse. Son pouce hésitait sur le bouton d'appel alors que l'horloge indiquait 22h47. Pas trop tard pour appeler, pensa-t-il. Avec un cœur battant, il appuya finalement. Le téléphone commença à sonner 1, 2, 3 fois avant que le 4e appel ne termine brusquement la conversation, laissant tomber le téléphone sur le canapé à côté de lui comme s'il avait brûlé sa paume. Le silence de la pentouse d'Ethan semblait étouffant, brisé seulement par le murmure faible du trafic de la ville en dessous. Le lendemain matin, il était assis à son bureau, parcourant des rapports d'acquisition alors que la lueur de son écran reflétait dans ses yeux fatigués. Chaque feuille de calcul détaillait une petite entreprise de plus bientôt absorbée par Grayson Enterprises. Avec une précision détachée, il surlignait des chiffres, calculant les moyens les plus efficaces de démanteler ces entreprises. Richard Lawson entra dans le bureau, son costume aussi impeccable que son sourire. « Ethan, mon ami, ces chiffres sont phénoménaux. La façon dont tu gères ça, c'est absolument impitoyable, dit-il en s'installant au bord du bureau d'Ethan et en parcourant rapidement les rapports. 3 entreprises familiales en un coup, cela nous fera économiser des millions en frais généraux. C'est juste des affaires. » Ethan répondit d'un ton mesuré, bien qu'un frisson d'inquiétude agitât sa poitrine à la pensée de ses familles. Il repoussa rapidement ce sentiment, ramenant son attention sur les marges bénéficiaires. « C'est pourquoi tu es le meilleur », ajouta Richard en tapotant fermement l'épaule d'Ethan. Aucune émotion, juste une pure stratégie. Pendant son déjeuner précipité, un sandwich mangé sur son bureau, Sarah Mitchell frappa timidement à la porte, son sourire plein d'espoir s'éteignant lorsqu'elle croisa le regard glacial d'Ethan. « Monsieur Grayson, j'ai mis à jour la proposition d'initiative caritative », commença-t-elle en serrant fermement un dossier. « J'ai inclus des projections pour les bénéfices en relations publiques. » Ethan interrompit sans lever les yeux. « Je pensais avoir été clair hier. Nous sommes une entreprise, pas une œuvre de charité. Passez votre temps sur quelque chose de plus utile. » Elle hésita brièvement avant de quitter le bureau en silence. Ethan ne reconnut pas la déception sur son visage, tout comme il ignora le téléphone qui vibrait avec un appel entrant de Daniel Hartman, son dernier ami d'université encore essayant de maintenir le contact. Le téléphone vibra encore et encore. Ethan le retourna face vers le bas sur son bureau et se concentra de nouveau sur les feuilles de calcul et les stratégies d'acquisition. Le soleil couchant jetait de longues ombres sur son bureau alors que la soirée avançait, le bâtiment se vidait mais Ethan restait à son bureau, baigné dans la lumière bleue tamisée de son moniteur, étendant son empire dans la solitude. La salle de conseil des analystes financiers bourdonnait d'énergie alors que des graphiques colorés mettaient en valeur les résultats trimestriels records de Grayson Enterprises. Assis à la tête de la table, Ethan maintenait une attitude calme alors que les éloges affluaient autour de lui. « Monsieur Grayson, ces chiffres sont incroyables », dit un analyste avec un ton rempli d'admiration. « Vos acquisitions stratégiques ont doublé nos profits en seulement 6 mois. » Ethan acquiesça faiblement, mais les mots semblaient vides. Malgré l'atmosphère chargée de la salle, un vide familier persistait dans sa poitrine. Rassemblant ses papiers, il à peine enregistrait les éloges continus en quittant les portes vitrées. Ethan remarqua un homme assis sur le trottoir, enveloppé dans une veste en lambeaux malgré le temps agréable. En franchissant la porte tournante, l'homme leva les yeux. Son nom, George Mitchell, était inscrit sur un panneau en carton à côté de lui. Leurs regards se croisèrent brièvement. George avait un visage usé et bleu, portant une dignité tranquille qui fit détourner rapidement le regard d'Ethan. Plus tard dans la journée, vêtu d'une tenue de running haut de gamme qui semblait être un bouclier contre le monde, Ethan frappa le pavé. Il courait dans des rues animées, ses pieds frappant rythmiquement le sol. Les enfants jouaient à la marelle sur des grilles dessinées à la craie tandis que leurs parents discutaient sur les porches. Les vendeurs saluaient les habitués avec des salutations chaleureuses et familières. La musique flottait des fenêtres ouvertes, se mêlant au bourdonnement des conversations et des rires. L'énergie vive des quartiers semblait appartenir à un autre monde, complètement différent de sa pentouse impeccable et de son bureau silencieux. En ralentissant son allure,
Ethan passa devant une petite boulangerie aux fenêtres embuées, illuminée de chaleur à l'intérieur. Un couple d'âge moyen s'affairait derrière le comptoir, leur nom, Maria et Carlos Sanchez, gravés en lettres dorées sur la vitrine. Carlos racontait une histoire avec animation, ses mains gesticulant alors qu'il emballait des pâtisseries. Maria riait de bon cœur, ses yeux se plissant de joie, et le giflait avec un torchon. Ils échangèrent un regard enjoué qui irradiait de bonheur si naturel qu'Ethan se sentit comme un intrus rien qu'en les regardant. Debout là, la sueur refroidissant sur sa peau, il absorbait cette tranche de vie petite mais vivante, si différente de la sienne. Le couple évoluait ensemble en harmonie, leurs interactions un rythme naturel façonné par des années de partenariat. Les clients étaient accueillis avec une gentillesse sincère, transformant les échanges routiniers en moments de connexion. Ethan sentit sa poitrine se serrer en les regardant, frappé par le contraste entre leur vie et la sienne, le sentiment vide qui persistait depuis ce matin-là s'intensifiant en une douleur. Se tirant de cette vision, il reprit sa course, poussant plus fort comme s'il essayait de fuir les émotions troublantes qui bouillonnaient en lui. Le soleil de l'après-midi projetait la ville dans des tons ambrés chauds alors qu'il approchait du pont de Brooklyn, ses tours emblématiques s'élevant vers le ciel. D'abord, un léger inconfort dans sa poitrine passa à peine, un rappel subtil de son allure rapide qu'il ignora. Ethan pressa le pas, les cyclistes passant à toute vitesse à côté de lui. Lorsque la douleur revint, plus aiguë cette fois, elle le fit trébucher. Pourtant, il continua d'avancer, chaque respiration devenant plus lourde à chaque pas. À mi-chemin du pont, la douleur éclata dans sa poitrine, le serrant comme un étau. Ses jambes fléchirent et il s'effondra contre la rambarde destinée aux piétons, sa tenue de running coûteuse maintenant trempée de sueur froide, alors qu'il glissait sur le trottoir en se tenant la poitrine en agonie. Les gens passaient devant lui dans les deux directions, des touristes prenant des selfies, des navetteurs perdus dans leur musique avec des écouteurs, des cyclistes concentrés sur leur allure. Personne ne remarqua le millionnaire luttant pour respirer sur le sol. Un jeune couple marchait à côté, absorbé dans leur conversation en partageant un rire. Une mère pressait ses enfants tout en faisant défiler son téléphone. En dessous, la rivière EAS coulait, reflétant la lueur chaude du soleil couchant. Ce même soleil qui avait illuminé son bureau ce matin-là semblait maintenant distant et hors de portée. À mesure que sa vision commençait à s'estomper, les sons habituels de la ville, le trafic, les bavardages, la sonnette occasionnelle d'un vélo semblaient s'éloigner, étouffés et déformés. Ethan essaya de crier, mais sa voix n'était qu'un faible murmure, faible et inefficace. Sa poitrine semblait être écrasée, bien entouré de dizaines de personnes, il ne s'était jamais senti aussi isolé. L'homme qui commandait d'immenses empires d'affaires ne pouvait même pas commander son propre corps. Un skateboarder zigzaguait autour de ses jambes tendues sans lui accorder un regard, une joggeuse dévia légèrement son chemin pour l'éviter, le prenant probablement pour quelqu'un qui se reposait. La foule coulait autour de lui indifférente, comme un ruisseau autour d'un rocher, chacun étant absorbé dans son propre monde. L'ironie de la situation le frappa comme une mauvaise blague. Il avait passé des années à construire des murs pour garder les autres à l'extérieur, mais maintenant, plus que jamais, il avait besoin de quelqu'un pour les briser et le voir. Son téléphone, sa bouée de sauvetage, étaient inutilement restés à son appartement, et tout l'argent du monde ne pouvait pas l'aider ici, sur ces planches de bois usées. Alors que sa force diminuait et que l'obscurité rampait sur les bords de sa vision, le paysage urbain animé qui avait été son domaine devint flou et lointain. Juste au moment où les ombres menaçaient de le consommer entièrement, une petite main toucha légèrement sa manche, le ramenant au moment présent. Une jeune fille aux yeux vifs et aux couettes s'agenouilla à côté de lui, son visage rayonnant de préoccupation. « Monsieur, ça va ?» demanda-t-elle, sa voix claire et pleine de chaleur coupant à travers la brume de sa douleur. Ethan essaya de répondre, mais tout ce qu'il réussit à faire fut un faible grognement tendu. La petite fille posa sa petite main sur son bras, son toucher doux le tirant d'une certaine manière du bord du gouffre. « Je m'appelle Lily », dit-elle avec une détermination tranquille, comme si sa simple présentation pouvait l'aider. « Tu as l'air vraiment malade. » À travers le brouillard de sa douleur, Ethan vit le visage de Lily passer de la préoccupation à une détermination farouche. Elle se leva d'un bond, ses couettes rebondissant, et courut vers le bord de la passerelle en criant « À l'aide !» Sa voix jeune et claire résonna plus loin qu'on ne l'aurait cru. D'abord, la foule continua de se déplacer, ignorant son appel. Mais Lily refusa d'abandonner. Elle agitait les bras frénétiquement, tout son corps irradiant d'urgence. « Il a besoin d'un docteur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. » Sa persistance finit par percer l'indifférence.
Un couple fit une pause, suivi d'une joggeuse, et bientôt un petit groupe se rassembla autour d'Ethan. Quelqu'un composa le 911 tandis que d'autres aidaient à le mettre aussi confortablement que possible. L'ambulance arrive, lui dit doucement Lily en revenant à ses côtés. Elle glissa sa petite main dans la sienne, la tenant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ne t'inquiète pas, monsieur. Ils vont vous soigner. Les sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant rapidement. En quelques minutes, les ambulanciers étaient sur place, leurs équipements cliquetant alors qu'ils se précipitaient pour l'assister, vérifiant ses signes vitaux et le préparant pour le transport. Lily resta proche, observant chacun de leurs mouvements avec des yeux curieux et grands ouverts. Juste avant que les ambulanciers ne le placent sur la civière, Ethan réussit à ouvrir les yeux complètement, baigné dans la lumière dorée du soleil de l'après-midi. Le visage de Lily se démarquait, plein de soucis sincères, touchant quelque chose de profond en lui. Pour un bref instant, leurs regards se croisèrent, malgré la douleur qui le tenait, Ethan ressentit une chaleur étrange qui n'avait rien à voir avec son état physique. Alors qu'il le transportait, la dernière image qu'il vit fut Lily agitant sa petite main, son expression toujours remplie d'un mélange d'espoir et de préoccupation. Un bip régulier ramena Ethan à la conscience lentement. Ses yeux s'ouvrirent en éventail, révélant un plafond blanc stérile et l'odeur antiseptique indiscernable d'une chambre d'hôpital. Tout semblait onirique, comme s'il sortait d'un long et lourd sommeil. Monsieur Grayson, une voix calme et douce attira son attention. Je suis le docteur Laura Benson. Debout à côté de son lit, portant une planche à dessin, le visage de la médecin rayonnait à la fois de professionnalisme et de gentillesse. Vous avez eu une crise cardiaque, mais vous êtes stable maintenant. Vous avez été très chanceux. Si ce n'était pas pour une petite fille nommée Lily Carter, les choses auraient pu être bien pires. La gorge d'Ethan était sèche, mais il réussit à croasser. Lily Carter ? Oui, confirma le docteur Benson en vérifiant ses signes vitaux. Elle vous a trouvé sur le pont et a appelé à l'aide. Sa réactivité a probablement sauvé votre vie. C'est remarquable, car la plupart des adultes vous auraient simplement ignoré, mais elle savait exactement quoi faire. Une sensation étrange s'agita dans la poitrine d'Ethan, une sensation qui n'avait rien à voir avec son état médical. Des souvenirs de ses petites mains et de ses yeux sincères emplirent son esprit, ainsi que le réconfort inexplicable qu'elle avait apporté dans son moment le plus sombre. La chaleur de sa présence persistait, une balise au milieu des ombres. « Je dois la remercier », dit Ethan doucement, surpris par l'émotion inattendue dans sa voix. Cet après-midi-là, son assistant Matt Daniels arriva avec une tablette en main, prêt pour des instructions. « Matt, j'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur Lily Carter », dit Ethan d'un ton plus déterminé. « Sa famille, des détails, tout ce que tu peux. » « Bien sûr, monsieur, » répondit Matt, ses doigts se mettant déjà à bouger rapidement sur l'écran. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau et Richard Lawson fit son entrée, son costume impeccable et son expression un mélange de préoccupation et de calcul. « Ethan, mon ami, tu nous as vraiment fait une frayeur, » dit Richard chaleureusement, bien que ses yeux trahissent un intérêt plus prédatoire. Il s'installa dans le fauteuil à côté du lit. « Alors, dans combien de temps penses-tu être de retour au bureau ? La fusion Jensen approche et le conseil devient anxieux. » Ethan remarqua le regard de Richard vers le moniteur médical, ses yeux évaluant quelque chose. « Le docteur Benson dit que je devrais me rétablir complètement, » répondit Ethan prudemment, étudiant la réaction de Richard. « Excellente nouvelle, » répondit Richard, mais son sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Nous te remettrons aux commandes en un rien de temps. Bien sûr, tu devrais peut-être envisager de déléguer plus de responsabilités pour ta santé. » Alors que Richard continuait de parler, les pensées d'Ethan dérivèrent vers Lily Carter, la petite fille dont la compassion lui avait sauvé la vie. Le contraste frappant entre ses soins authentiques et l'insincérité polie de Richard était indéniable. Quelques jours plus tard, la Mercedes noire élégante d'Ethan se gara devant un immeuble d'appartements délabré dans le Queens. Son costume sur mesure se démarquait sur le fond des briques en ruine et des murs couverts de graffitis. Les recherches de Matt l'avaient conduit à cette adresse, la maison de la jeune fille qui avait changé sa vie. Avec l'ascenseur hors service, Ethan monta 4 étages d'escalier, ses chaussures polies claquant contre les marches usées, atteignant l'appartement 4 avant de faire une pause brièvement avant de frapper. La porte s'ouvrit pour révéler une femme d'une trentaine d'années, ses yeux fatigués contrebalancés par une grâce tranquille, Anna Carter. « Je suis Ethan Grant, » dit-il en ajustant sa cravate. « Oui, » répondit-elle prudemment, son expression devenant méfiante. « Je suis Ethan Grant. Votre vie, Lily ?
Il racla sa gorge. Elle m'a aidé sur le pont la semaine dernière. Maman, qui est-ce? Appela une petite voix de l'intérieur. Quelques instants plus tard, Lily apparut à côté de sa mère, son visage s'illuminant de reconnaissance. Monsieur Grayson, vous allez bien, s'exclama-t-elle. Anna plaça instinctivement une main protectrice sur l'épaule de Lily. Entrez, dit-elle, sa voix teintée d'incertitude. L'appartement était modeste mais impeccable, rempli de meubles usés et de rideaux soigneusement réparés. Les murs étaient ornés de dessins colorés d'enfants, ajoutant une touche joyeuse à l'espace humble. Je voulais remercier Lily correctement, dit Ethan en sortant un chèque de sa poche de veste et le tendant à Anna. C'est un petit geste de ma gratitude pour ce qu'elle a fait. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent en voyant le montant sur le chèque, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Lily l'interrompit. Je ne veux pas d'argent, dit Lily, ses yeux brillants fixés sur Ethan. Veux-tu passer une journée avec moi à la place, comme un ami? La simplicité de sa demande laissa Ethan sans voix. Il resta figé, le chèque toujours tendu, tandis que Lily continuait de lui sourire. L'expression d'Anna passa de la surprise à la préoccupation. Lily, dit Anna doucement, Monsieur Grayson est un homme très occupé et nous ne le connaissons pas vraiment. Lily, sans se laisser décourager, regarda sa mère avec conviction. Mais il a de gentils yeux, insista-t-elle. Et il a l'air d'avoir besoin d'un ami. Ethan baissa lentement le chèque, touché par l'observation innocente de l'enfant. Anna étudia le moment attentivement, ses instincts protecteurs se battant avec la demande sincère de sa fille. Monsieur Grayson, commença Anna prudemment, bien que nous soyons reconnaissants pour votre générosité, je ne suis pas sûre d'être à l'aise avec cela. S'il vous plaît, maman, interrompit Lily, ses yeux pleins d'espoir se tournant vers sa mère, il peut venir au parc avec nous et vous serez là aussi. Anna croisa les bras, son expression partagée entre la prudence et l'incertitude. Je ne sais pas, Lily, c'est très inhabituel. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, notant son expression conflictuelle. Finalement, elle fit un geste vers la petite cuisine. Lily, ma chérie, pourquoi ne pas dessiner un tableau pendant que je parle à mademoiselle Grayson? Lily acquiesça avec excitation et courut vers sa petite table d'art dans le coin. Dans la cuisine, Anna baissa la voix. Je devrais t'expliquer, dit-elle hésitamment, ses mains se tordant ensemble. Il y a 2 ans, mon mari Daniel. Sa voix vacilla. Il est mort sur ce même pont où Lily t'a trouvé. Un adolescent qui avait escaladé la rambarde. Daniel a essayé de le sauver, elle fit une pause, prenant une respiration tremblante. Le garçon a survécu, mais Daniel. Elle baissa les yeux. Lily n'avait que 3 ans. Ethan sentit son attitude composée commencer à se fissurer. Il vit le parallèle entre le sacrifice ultime de Daniel et l'acte de gentillesse de Lily lui frapper comme un coup. Elle te voit comme une connexion avec son père, expliqua Anna doucement. Ce pont a coûté la vie à ton père, mais cette fois, elle a pu sauver quelqu'un. Quelque chose à l'intérieur d'Ethan céda, des larmes montèrent dans ses yeux, pour la première fois depuis des années, il ne put les retenir. Elles coulèrent sur son visage alors que ses épaules tremblaient. « Je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je ne le savais pas. » Anna posa une main réconfortante sur son bras. « Moi non plus, » dit-elle doucement. « Mais te voir avec Lily, la façon dont elle te regarde, il n'a pas été aussi excité depuis Daniel. » Ethan se tourna vers le salon, son regard se posant sur Lily qui fredonnait joyeusement en coloriant à sa petite table. Sa poitrine se serra d'une émotion profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Je le ferai, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Je passerai la journée avec elle, avec vous deux, si vous le permettez. » Ce soir-là, Ethan arpenta sa pentouse impeccable, le son de ses pas résonnant à travers les pièces vides. Il tira sur sa cravate, quelque chose qu'il ne faisait jamais, et passa une main dans ses cheveux habituellement parfaits. Matt, il appela son assistant en mode haut-parleur. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'un peu inhabituel. »« Bien sûr, monsieur Grayson. »« Que puis-je faire ?» répondit Matt. Ethan hésita avant de prononcer les mots, se sentant étrange. « Je vais passer demain avec une enfant, une fille de 5 ans. » Après une longue pause, Matt répondit, « Je suis désolé, monsieur, pouvez-vous répéter cela ?» L'incrédulité de Matt était claire dans sa voix. Ethan expliqua rapidement, et la surprise de l'autre côté était évidente. « Eh bien, » dit Matt, « nous pourrions organiser une visite privée du zoo ou peut-être. »« Non, » coupa Ethan. « Rien d'extravagant, quelque chose de simple. » Il pouvait à peine croire ce qu'il venait de dire.
Le lendemain matin, Ethan se regarda dans le miroir, fronçant les sourcils. Il portait un jean sombre et un pull bleu clair, des vêtements qu'il se souvenait à peine avoir. Ses chaussures en cuir italien poli avaient été remplacées par des mocassins décontractés. En approchant de l'immeuble des Thompson, ses paumes devenaient moites. Il frappa et la porte s'ouvrit, révélant Lily dont le visage s'illumina de joie. « Monsieur Grayson, tu as l'air différent », gloussa-t-elle en pointant sa tenue décontractée. Anna fit son apparition derrière elle, un petit sourire tirant sur ses lèvres. « Bonjour, Monsieur Grayson. Nous pensions commencer par une visite au musée d'histoire naturelle, suggéra Ethan en sortant un itinéraire méticuleusement planifié. Non, interrompit Lily en attrapant sa main et faisant voler les papiers au sol. Je veux te montrer mon quartier, il y a un parc, la boutique de fleurs de Madame Rodriguez est le meilleur endroit pour les glaces. Ethan se tourna vers Anna pour obtenir de l'aide, mais elle se contenta de hausser les épaules, amusée. Elle a tendance à prendre les choses en main, dit-elle avec un rire doux. On peut y aller maintenant ? Lily demanda avec impatience, sautant sur ses orteils et serrant fermement sa main. Oui, bien sûr. Ethan abandonna complètement son plan soigneusement réfléchi. Anna resta dans l'embrasure de la porte, regardant sa fille entraîner Ethan dans le couloir, déjà en train de bavarder sur les endroits qu'ils allaient visiter. Son expression montrait un mélange d'espoir et de prudence alors qu'il disparaissait au coin de la rue. Le soleil du matin chaud illuminait les rues animées alors que Lily conduisait Ethan par sa petite main, la serrant fermement. Son enthousiasme était contagieux, bien qu'Ethan travaillait dur pour maintenir son attitude composée habituelle. « Le parc est mon endroit préféré », annonça Lily en le guidant à travers les grilles en fer d'une petite aire de jeu de quartier. L'air était rempli des sons joyeux des rires d'enfants. « Lily, viens ici », appela-t-elle. Deux enfants saluaient avec excitation depuis les balançoires. Voici Tommy et Sarah, présenta-t-elle fièrement. Et c'est mon nouvel ami, Monsieur Grayson, c'est l'homme que j'ai aidé sur le pont. La mâchoire de Tommy tomba. Ouah, sérieux? C'est génial. Sarah, se cachant timidement derrière son ami, demanda, tu veux que je te pousse sur la balançoire, Monsieur Grayson? Ethan hésita. Mais le sourire encourageant sur le visage de Lily le poussa à accepter. Quelques instants plus tard, il se retrouva à pousser doucement les filles sur les balançoires, leur rire remplissant l'air. Tommy les rejoignit, pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, Ethan sentit un véritable sourire s'étirer sur ses lèvres. Après avoir quitté le parc, Lily le conduisit dans une rue accueillante bordée de boutiques familiales. L'odeur chaleureuse du pain fraîchement cuit emplissait l'air lorsqu'ils s'approchèrent d'une boulangerie joyeuse, avec des boîtes de fleurs colorées décorant les rebords des fenêtres. C'est la meilleure boulangerie de tous les temps, déclara Lily en poussant la porte. Une petite clochette retentit au-dessus lorsqu'ils entrèrent. Lily, Mipe, Maria Sanchez les salua de derrière le comptoir, une poussière de farine sur son tablier. « Et qui est-ce » demanda Maria, les yeux pétillants de curiosité. « C'est Monsieur Grayson, c'est mon nouvel ami » annonça Lily. Carlos Sanchez émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur une serviette. « Ah, bienvenue. Tout ami de Lily est une famille ici. » Avant qu'Ethan ne puisse prononcer un mot de protestation, Maria avait déjà placé un croissant au chocolat chaud dans ses mains. « C'est pour la maison » insista-t-elle en faisant un clin d'œil. Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre tandis que Lily mordait joyeusement dans sa pâtisserie, une tache de chocolat sur le menton. « Je veux être enseignante quand je serai grande, dit-elle entre deux bouchées. Je veux aider les enfants à apprendre et les rendre heureux, tout comme ma maîtresse, Madame Bennett. » Ethan écoutait attentivement, touché par la sincérité de son rêve. Il la regardait saluer chaque voisin passant avec une joie contagieuse. À travers les yeux de Lily, le monde semblait vivant avec émerveillement et espoir, un contraste marqué avec la vie rigide et compétitive qu'Ethan avait construite pour lui-même. « Tu sais quoi, Monsieur Grayson ?» dit Lily en le regardant avec ses doigts tachés de chocolat. « Je pense que tu avais besoin d'un ami autant que moi. » Ces mots le frappèrent comme une douce marée dissolvant des années de défense qu'il avait tant travaillé pour construire. Pour une fois, Ethan ne réfléchit pas trop ou n'analysa pas, il resta simplement assis là à savourer un croissant au chocolat avec sa nouvelle amie improbable, laissant le moment le remplir de chaleur. Plus tard dans la soirée, Ethan se retrouva dans le petit salon des Thompson. Les meubles étaient usés, le papier peint s'écaillait par endroits, mais la pièce rayonnait de chaleur, décorée de photos de famille et des œuvres d'art colorées de Lily. « Madame Thompson, dit Ethan d'un ton plus doux que d'habitude, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. »
Je pourrais organiser un meilleur logement, peut-être même créer un fonds universitaire pour Lily. L'expression d'Anna vacilla entre gratitude et détermination. C'est très généreux, Monsieur Grayson, répondit-elle d'une voix ferme. Mais nous nous débrouillons très bien par nous-mêmes. Elle redressa son dos, se tenant droite malgré sa petite carrure, sa fierté et sa détermination évidentes dans sa posture. Daniel m'a appris l'importance de me tenir sur mes propres pieds, dit-elle calmement mais fermement. Mais sûrement, commença Ethan, habitué à ce que ses offres soient rejetées. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, interrompit Anna doucement, mais ce que nous avons, nous l'avons travaillé dur pour cela et cela compte pour nous. Le lendemain, chez Grayson Enterprises, Richard Lawson faisait les 100 pas dans son bureau élégant au coin. Son téléphone pressé contre son oreille. « Oui, Sarah, je partage vos préoccupations. » Ethan a été distrait ces derniers temps, manquant des réunions cruciales. Il s'arrêta pour écouter, son expression se durcissant. « Cette situation avec la fille Thompson est juste un exemple, » murmura-t-il à un dirigeant. Il devient peu fiable, et s'adressa à un autre. Il semait des doutes, notre stock pourrait être affecté si quelqu'un entend parler de son instabilité émotionnelle. Il murmura à un dirigeant, il pourrait être temps de considérer un changement de direction, insinua-t-il à un autre avec un ton mesuré mais insidieux. Pendant ce temps, au cœur du quartier, Ethan se promenait lentement dans les rues animées, remarquant des détails qu'il avait auparavant négligés. Une vieille femme comptait soigneusement des pièces au comptoir de l'épicerie, un jeune homme en costume froissé courait pour attraper le bus, probablement en route pour un second shift, une mère stressée tenait des sacs de courses tout en apaisant un tout petit en pleurs devant la boulangerie Sanchez. Ethan s'arrêta pour regarder Carlos réparer une fenêtre fissurée avec du ruban adhésif, clairement incapable de se permettre une réparation adéquate. Plus loin, un groupe d'adolescents se serrait sur un perron en ruine, partageant un seul manuel scolaire pendant qu'ils étudiaient ensemble. Ces scènes troublaient Ethan, suscitant un mélange de malaise et de nouvelle compréhension. Pendant si longtemps, son monde avait été défini par les chiffres et les résultats financiers, mais maintenant, il voyait la vie brute, imparfaite et résiliente. La dignité de ces gens, leur force tranquille face à l'adversité, remettait en question tout ce qu'il pensait comprendre du succès. Son téléphone vibra avec des notifications du bureau, mais pour la première fois depuis des années, Ethan les ignora, trop absorbé par les vies qui se déroulaient autour de lui. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux fins et décolorés de l'appartement des Thompson alors qu'Ethan se tenait à la porte, tenant une boîte de pâtisserie fraîche. L'arôme familier des roulés à la cannelle de Maria flottait dans l'air alors qu'Anna ouvrait la porte, son visage affichant la surprise. « Monsieur Grayson » la salua-t-elle d'une voix chaleureuse mais fatiguée. « S'il vous plaît, appelez-moi Ethan » répondit-il en tendant la boîte. « Je pensais que vous et Lily aimeriez celle-ci. La boulangerie Sanchez a vraiment les meilleures pâtisseries du quartier. » Anna sourit, mais son expression ne masquait pas complètement la question épuisée gravée sur son visage alors qu'elle l'invitait à entrer. À la lumière du jour, Ethan remarqua à quel point elle avait l'air pâle, les cernes sous ses yeux plus prononcées, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle plaçait les assiettes sur la table. « Ça va ?» demanda Ethan, son ton rempli de préoccupations sincères. Anna hésita, s'enfonçant lentement dans une chaise à la table de la cuisine. Du salon, le son doux de Lily fredonnant pendant qu'elle jouait avec ses poupées flottait jusque dans la cuisine. « Je me débrouille, » répondit-elle, bien que sa voix tremblât. Elle fit une pause, prenant une profonde respiration comme pour rassembler son courage. « Mais puisque vous demandez, j'ai le lupus, » admit-elle, son aveu flottant dans l'air alors qu'Ethan la regardait tracer des motifs idylles sur la nappe usée. « Les traitements sont coûteux, » continua-t-elle doucement, « et l'assurance ne couvre qu'une partie. Les factures médicales ne cessent de s'accumuler. » Sa voix s'éteignit, laissant un lourd silence entre eux. Sa voix était à peine audible, tremblante d'émotion. « Nous avons 3 mois de retard sur le loyer, » dit-elle. Le propriétaire a été patient, mais... Elle fit une pause, avalant difficilement. « Nous avons reçu un avis d'expulsion hier. » Le poids de ces mots flottait dans la petite cuisine comme un épais brouillard. La poitrine d'Ethan se serra alors que ses pensées dérivaient vers Lily, toujours en train de fredonner joyeusement dans la pièce voisine, inconsciente à quel point ils étaient proches de perdre leur maison. « Anna, » dit-il doucement, « laissez-moi vous aider, pas comme une charité, mais comme quelqu'un qui se soucie de vous et de Lily. » Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle levait les yeux. « Je ne peux pas accepter, » commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Je sais, je comprends votre fierté, mais accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force, la force de faire ce qui est le mieux pour votre fille. »
Les épaules d'Anna s'affaissèrent, le poids de ses luttes brisant la façade forte qu'elle avait maintenue. Pour la première fois, Ethan vit au-delà de l'avant-garde courageuse, jusqu'à une mère terrifiée que son monde s'effondre. Quelques jours plus tard, la cloche au-dessus de la porte de la boulangerie Sanchez tintinabula alors qu'Ethan entrait. L'arôme chaleureux du pain frais l'enveloppait comme une étreinte réconfortante. « Monsieur Ethan, qu'est-ce qui vous amène si tôt » demanda Maria, dépoussiérant ses mains. « J'ai besoin de votre aide » répondit-il, sa voix calme mais ferme. C'est au sujet d'Anna et de Lily Carter. Carlos les rejoignit depuis la cuisine et les trois s'assirent à une table d'angle. Ethan expliqua la situation d'Anna, prenant soin de protéger sa dignité. « Une fête de quartier » s'exclama Maria, son visage s'illuminant. « Nous pourrions récolter des fonds pour les familles dans le besoin, pas seulement pour Anna. Tout le quartier pourrait participer. » Carlos ajouta en hochant la tête avec enthousiasme, « Je financerai cela », proposa Ethan sans hésiter mais anonymement. Dans les jours qui suivirent, Ethan se retrouva à passer plus de temps dans le quartier, souvent avec Lily pour la guider. Elle le tirait par la main jusqu'à la bibliothèque locale où Madame Evelyn Harris les accueillait chaleureusement. « C'est ici que je trouve tous mes livres préférés », déclara fièrement Lily. Madame Harris les regardait avec un sourire connaisseur alors que Lily montrait à Ethan son coin de lecture spécial. Plus tard, ils visitèrent le centre communautaire où l'entraîneur James Peterson enseignait le basket-ball aux enfants. « Monsieur Ethan, regardez » appela Lily en essayant de dribbler la balle sur le terrain. La fête de quartier prit forme magnifiquement. Des banderoles colorées s'étendaient à travers le pâté de maison et l'air était rempli des arômes alléchants des stands de nourriture. Les pâtisseries de Maria et Carlos furent épuisées en quelques heures, tandis que les enfants couraient entre les stands de jeux, les rires résonnant dans les rues. Les parents se rassemblaient pour discuter et partager la joie de la journée. Près du centre des festivités, Anna restait silencieuse, les yeux brillants alors qu'elle regardait les voisins contribuer au fonds communautaire. De l'autre côté de la rue, elle remarqua Ethan avec Lily, qui lui montrait avec enthousiasme comment gagner un jeu de carnaval. Il semblait être une personne complètement différente du businessman stoïque qui avait d'abord frappé à sa porte. Lorsque leurs regards se croisèrent, Anna lança à Ethan un regard complice, un regard qui exprimait sa compréhension silencieuse de son implication dans la fête. Elle ne dit pas un mot, offrant seulement un petit sourire qui laissait la vérité flotter entre eux. L'événement dépassa les attentes de tout le monde, récoltant suffisamment de fonds pour soutenir plusieurs familles dans le besoin. Alors que la lumière dorée du soleil couchant baignait la rue, Ethan observait Lily jouer avec un groupe d'enfants, ses rires résonnant dans l'air festif. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, Ethan se sentit connecté à quelque chose de plus grand que lui-même. Pendant ce temps, dans son bureau faiblement éclairé, Richard Lawson s'appuyait sur son fauteuil en cuir. Un sourire rusé jouait sur ses lèvres tandis qu'il manipulait soigneusement les rapports financiers trimestriels de l'entreprise avec une précision acquise par la pratique. Il ajustait les chiffres et déplaçait les points décimaux, créant une fausse histoire de déclin financier sous la direction d'Ethan. « Parfait », murmura-t-il pour lui-même, la satisfaction évidente dans son ton. Dans le couloir, Sarah Mitchell regardait dans le bureau vide d'Ethan à travers ses murs en verre, remarquant le calendrier de bureau intact marqué d'une nouvelle après-midi d'absence. Pour la troisième fois cette semaine, elle sursauta légèrement lorsque Richard apparut à ses côtés. « Concernant, n'est-ce pas » dit-il d'une voix basse et délibérée. « Notre PDG semble distrait ces derniers temps. » Sarah bougea mal à l'aise. « Il travaille à distance » proposa-t-elle, bien que ses mots manquaient de conviction. « Est-ce ce que vous croyez » demanda Richard d'un ton empreint de préoccupation. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Dans la salle du conseil, Richard présenta les rapports financiers falsifiés devant Thomas Reed et plusieurs autres membres du conseil. « Ces chiffres ne mentent pas, » dit-il en indiquant les sections surlignées. « La valeur de notre stock a chuté de 15% depuis que le comportement d'Ethan a commencé à changer, » dit-il gravement. « C'est très préoccupant. » Plus tard dans la journée, Richard rencontra des investisseurs, Margaret Lawson et Victor Chen, dans un restaurant chic, présentant son cas avec une précision calculée. Pendant qu'ils écoutaient, Richard peignait un tableau sombre d'une entreprise sombrant dans le chaos. « Ethan Grant a perdu son élan », dit Richard en faisant glisser des documents falsifiés sur la table. « Il est devenu imprévisible, émotif. Ce n'est pas le type de leadership dont nous avons besoin en ce moment. » Margaret tapota ses ongles manucurés contre son verre d'eau, ses yeux se rétrécissant. « Que proposez-vous exactement » demanda-t-elle. « Le conseil se prépare à demander un vote de défiance » répondit-il en douceur.
Nous aurons besoin du soutien des investisseurs, ajouta-t-il. Victor Chen étudia les papiers devant lui, son expression sérieuse. Ces pertes sont significatives. Si ce que vous dites est exact, dit-il, chaque document a été vérifié. Richard le rassura, sachant que ces manipulations tiendraient sous un examen superficiel. Nous devons agir avant que la situation ne s'aggrave. Pendant ce temps, Sarah Mitchell était assise à son bureau, déchirée entre la loyauté envers Ethan et la pile croissante de preuves contre lui. Elle ouvrit son calendrier une fois de plus, notant le nombre croissant d'absences inexpliquées. Les chiffres que Richard avait partagés semblaient accablants, mais quelque chose dans la situation ne lui semblait pas juste. Les pièces ne s'assemblaient pas tout à fait et elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Richard se tenait à la fenêtre de son bureau, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres alors qu'il regardait son plan se dérouler parfaitement. Ethan, préoccupé par ses nouvelles priorités, restait inconscient de la tempête qui se préparait contre lui. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, sa lumière dorée remplissait le salon douillet d'Anna. Ethan était assis sur le canapé usé, sa composture habituelle cédant. « Je n'ai pas parlé à Rachel depuis des années, » avoua-t-il doucement. « Après la mort de nos parents, je me suis plongé dans le travail. Ça semblait plus facile que de faire face à la douleur. » Anna lui tendit une tasse de thé fumant, s'installant dans le fauteuil en face de lui. « Parfois, nous érigeons des murs pour nous protéger, » dit-elle doucement, « mais ces mêmes murs peuvent exclure les personnes qui ont le plus besoin de nous. » Ethan fixa son thé, son expression lourde. « J'avais 19 ans, Rachel n'en avait que 16. Je pensais que la subvenir financièrement suffisait, mais je vois maintenant que ce n'était pas le cas. » La voix d'Anna s'adoucit. « Il n'est jamais trop tard pour réparer les choses. Peut-être que Rachel attend juste que tu fasses le premier pas. » Inspiré par ces mots, Ethan hésita avant de sortir son téléphone. Avec des mains tremblantes, il composa le numéro de Rachel. Il sonna 4 fois avant d'aller sur la messagerie. « Rachel, » dit-il, la voix chargée d'émotion, « c'est Ethan. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, de choisir le travail plutôt que la famille. Tu me manques. Si tu es prête, j'aimerais arranger les choses. » Plus tard dans la journée, Lily conduisit Ethan sous le pont de Brooklyn, s'arrêtant devant une fresque vibrante. Elle montrait un homme en équipement de sauvetage face à des cieux orageux. Les couleurs vives irradiaient la vie, tout comme les histoires de Lily avaient donné vie à son père. « C'est mon papa, » dit-elle fièrement en touchant la fresque. Il était vraiment courageux. Il y a eu une grosse tempête et il a vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ethan s'agenouilla à côté d'elle. « Il est vraiment courageux, » poursuivit-elle. Il est allé dans l'eau et a sauvé l'homme, mais sa petite voix a vacillé. Les vagues étaient trop grandes. La poitrine d'Ethan se serra en regardant le visage de Daniel Carter dans la fresque. Il pouvait voir la même chaleur et le même courage que Lily voyait dans ses yeux. « Parfois, maman et moi venons ici la nuit, » dit Lily doucement, sa main reposant sur la fresque. « Je raconte à papa ma journée. Maman dit qu'il était spécial parce qu'il aidait toujours les gens. » Ethan regarda de la fresque à Lily, le poids de ses mots pesant lourdement sur lui. Daniel avait tout donné pour un étranger, tandis qu'Ethan avait passé des années à ne rien donner à sa propre sœur. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la salle de conférence de Grayson Enterprises. Richard Lawson se tenait à la tête de la table, son expression sombre. Slide après slide, il montrait des graphiques et des chiffres qui, à première vue, peignaient un tableau d'instabilité financière sous la direction d'Ethan. « Les données ne mentent pas, » dit Richard d'un ton sérieux. « La valeur de notre stock a chuté de 15% et ce comportement erratique coûte cher à l'entreprise. » Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets tandis que Richard continuait méthodiquement à présenter son dossier contre Ethan. Son plan était presque achevé. Comme vous pouvez le voir, la voix de Richard résonnait dans la salle, ces transactions pointent clairement vers un détournement de fonds significatif. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans le silence stupéfait. Et au-delà de cela, il y a des preuves de négligence grossière ces derniers mois. Ethan resta immobile sur sa chaise, ses pensées tourbillonnant alors qu'il essayait de concilier ses allégations avec des chiffres qu'il savait ne pas correspondre à ses propres registres. Sarah Mitchell bougea mal à l'aise, son regard oscillant entre Ethan et Richard. « Ce sont des accusations sérieuses, » dit Thomas Reed d'un ton sombre. « Monsieur Grayson, pouvez-vous expliquer ces divergences ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Richard introduisit doucement plus de preuves fabriquées, coupant toute chance de défense.
Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets alors que la présentation soignée de Richard solidifiait leurs doutes. Le vote suivit rapidement. Immédiatement effectif, Thomas Reed déclara « Ethan Grant est démis de ses fonctions de PDG de Grayson Enterprises ». La décision fut rapide, finale et dévastatrice. En quelques heures, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des journalistes envahirent l'entrée du bâtiment, leurs caméras flashant alors qu'Ethan sortait. « Monsieur Grayson, que dites-vous de ces allégations » criait-il. « Avez-vous vraiment détourné des fonds de l'entreprise » Ethan poussa la foule, son visage pâle et émacié, se dirigeant directement vers le bureau de Richard pour le trouver vide. Son ancien partenaire avait disparu, laissant le chaos sur son passage. Dans le bureau extérieur, Matt Daniels rangeait son bureau sous le regard attentif d'un agent de sécurité. « Je suis désolé, monsieur Grayson », dit Matt d'une voix étranglée d'émotion. « Monsieur Langford m'a accusé de collaborer avec vous et m'a licencié. » Ethan se tenait dans le hall de l'entreprise qu'il avait construite de zéro, observant maintenant tout ce pourquoi il avait travaillé se défaire. Même l'agent de sécurité qui le saluait chaque matin depuis 15 ans évitait son regard, le traitant comme un étranger. Plus tard, dans son Penthouse, un lieu qui symbolisait autrefois le triomphe, Ethan faisait les 100 pas sur les sols brillants, son reflet dans les fenêtres impeccables lui rappelant de manière troublante son isolement. Son téléphone bourdonnait sans cesse avec des messages non répondus de Matt et des emails de Rachel, ses mots remplis de préoccupations au sujet des gros titres. Les vastes pièces immaculées de sa maison semblaient vides, reflétant la douleur dans sa poitrine. Il ordonna à la sécurité de bloquer tous les visiteurs et se retira plus profondément dans sa solitude, le monde extérieur semblant distant et surréaliste. Le 3e jour de son isolement auto-imposé, une petite silhouette entra dans le hall de Grayson Enterprises. Lily Carter, serrant son lapin en peluche préféré, scrutait l'espace élégant avec détermination. Approchant du bureau de sécurité, elle dit fermement « Je veux voir monsieur Ethan ». Le gardien se pencha légèrement, sa voix douce « Désolé, petite demoiselle, aucune visite autorisée ». Les lèvres de Lily tremblèrent, mais sa détermination resta forte. De retour chez elle, elle passa des heures à rédiger une lettre sincère avec ses marqueurs et ses crayons, la remplissant de dessins colorés des journées qu'ils avaient partagées, le parc, la boulangerie, leur promenade sous le pont de Brooklyn. Lily captura tout avec ses dessins, remplissant les espaces entre eux de son écriture tremblante. Chaque ligne était remplie d'espoir et de confiance. Le lendemain matin, elle s'approcha de monsieur Henry Wallace, le portier au grand cœur qui accueillait les locataires de l'immeuble depuis 2 décennies. « S'il vous plaît, monsieur Wallace », dit-elle avec ferveur en tendant sa lettre, « pouvez-vous vous assurer que monsieur Ethan la reçoive ? C'est vraiment très important. » Le visage de monsieur Wallace s'adoucit en acceptant l'enveloppe. « Je m'en assurerai, mademoiselle », promit-il avec un sourire aimable. Lorsque la lettre tomba sur le comptoir de cuisine d'Ethan, elle se fondit dans la pile de courriers non ouverts. Au début, il la repoussa, mais l'enveloppe colorée ornée de cœurs et d'étoiles dessinées à la main attira son attention. Ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant, des larmes remplissant ses yeux alors qu'il voyait les dessins au crayon de Lily et lisait ces mots sincères. « Cher monsieur Ethan », commença la lettre. « Tu me manques. La boulangerie n'est plus la même sans toi. S'il te plaît, ne sois pas triste, tu es mon héros, tout comme mon papa l'était. » Le papier trembla dans ses mains tandis que des larmes tombaient sur les dessins éclatants. À travers la vision innocente de Lily du monde, Ethan ne se voyait pas comme un PDG déshonoré, mais comme quelqu'un qui était encore digne de confiance, encore apprécié. Sa croyance pure et inébranlable en lui traversa le désespoir qui l'avait consumé. Essuyant ses yeux, Ethan se redressa, un sens du but se rééveillant en lui. Il marcha jusqu'à son bureau à domicile, sortant des dossiers et des papiers, sa détermination se renforçant à chaque pas. Il était temps de riposter, non seulement pour lui-même, mais pour la petite fille qui croyait encore en lui. Le lendemain matin, Ethan se tenait devant la boulangerie Sanchez, inhalant l'arôme réconfortant du pain frais qui flottait dans l'air. À précisément 9 heures, Matt Daniels arriva, son ordinateur portable sous un bras et un nouvel élan de détermination dans sa démarche. « Heureux de vous voir, monsieur », dit Matt en ajustant sa cravate. « Par où commençons-nous » Maria et Carlos les menèrent en haut d'un escalier grinçant jusqu'à une modeste pièce poussiéreuse au-dessus de la boulangerie. La lumière du soleil filtrait à travers une petite fenêtre, capturant les particules flottantes dans l'air. L'espace était loin d'être glamour, rien comme l'ancien bureau d'Ethan, mais il semblait vivant, enraciné dans la communauté. « Nous pouvons le nettoyer »,
proposa nerveusement Maria en se frottant les mains. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est parfait, interrompit Ethan, se surprenant par la sincérité de ses mots. Ils installèrent le bureau improvisé avec des chaises offertes et une table empruntée. En travaillant, Maria partagea ses craintes concernant M. Pierce, leur propriétaire. Il a augmenté le loyer de 60% le mois dernier, dit-elle d'une voix tendue. La plupart des entreprises de cette rue peinent à suivre. Ethan écouta attentivement, son esprit déjà en ébullition avec des solutions. Il passa le reste de l'après-midi à parcourir le quartier avec Matt, parlant aux autres propriétaires de petites entreprises. Madame Harris de la bibliothèque exprima des inquiétudes similaires et l'entraîneur Peterson du centre communautaire admit qu'il pourrait devoir fermer son programme de basket pour jeunes en raison de l'augmentation des coûts. Chaque histoire renforçait la détermination d'Ethan, il ne s'agissait plus seulement de se sauver, mais de défendre toute une communauté. Nous devons nous organiser, dit Ethan à Matt alors qu'il documentait chaque histoire. Ces gens ont plus de pouvoir ensemble qu'ils ne le réalisent. Ce soir-là, Ethan organisa une réunion à la boulangerie après sa fermeture pour la journée. L'espace chaleureux se remplit rapidement de propriétaires d'entreprises locales, leurs expressions un mélange d'inquiétude et d'optimisme prudent. L'arôme invitant du café frais de Carlos et des pâtisseries chaudes de Maria créait un sentiment de confort. Lorsqu'Ethan s'adressa au groupe, « Monsieur Pierce compte sur votre peur et votre isolement », commença-t-il, sa voix stable et sûre. « Mais si nous restons unis, nous pouvons négocier des termes équitables. J'ai déjà traité avec des gens comme lui auparavant. Il ne s'attendra pas à une résistance organisée. » Madame Harris hocha la tête avec enthousiasme et l'entraîneur Peterson se pencha en avant, intrigué. Autour de la salle, les propriétaires de petites entreprises échangèrent des regards d'accord et de détermination. « Nous allons former une alliance commerciale », continua Ethan alors que Matt distribuait des documents simples mais soignés qu'il avait préparés. « Ensemble, nous représentons une part significative de l'économie de ce quartier, ce qui nous donne du levier. » La salle bourdonnait d'énergie alors que les gens s'inscrivaient avec empressement, partageant leurs expériences et offrant des idées. Pour la première fois depuis sa chute de grâce en entreprise, Ethan se sentait véritablement utile. Il ne s'agissait plus de profit, mais de but. La nouvelle coalition des entreprises de Brooklyn Bridge commença à se réunir régulièrement dans la salle à l'étage de la boulangerie, qui avait été transformée en un centre communautaire animé. Ethan était assis à une table usée, examinant attentivement les contrats de location tandis que Matt travaillait à organiser des dossiers sur son ordinateur portable. « Ces contrats sont remplis de clauses illégales », expliqua Ethan au groupe réuni. Monsieur Pierce comptait sur le fait que les gens ne comprennent pas leurs droits. Maria et Carlos échangèrent un regard plein d'espoir alors qu'Ethan exposait une stratégie claire pour contester les beaux prédateurs. À l'extérieur, Lily Carter sautillait joyeusement de boutique en boutique, ses couettes rebondissant alors qu'elle distribuait des flyers colorés faits à la main, « Sauvez notre quartier », appelait-elle gaiement, gagnant des sourires des passants. « Votre fille a un vrai talent pour le marketing », commenta Ethan à Anna qui observait depuis la porte de la boulangerie. Elle sourit chaleureusement, un éclat sain revenant sur son visage après avoir commencé son nouveau traitement. « Je crois en toi », dit Anna doucement, sa voix pleine de gratitude. « Nous croyons tous en toi. » Dans les jours qui suivirent, Ethan appliqua son expertise en affaires pour aider les commerces locaux à prospérer. Il montra à Maria et Carlos comment optimiser leur système d'inventaire, réduisant les déchets et améliorant leurs profits. Au centre pour les jeunes, il travailla avec l'entraîneur Peterson pour créer un budget durable qui sécurisa l'avenir du programme de basket. Lorsque Jonathan Pierce accepta finalement de rencontrer la coalition, il arriva en s'attendant à intimider un groupe de locataires effrayés. Au lieu de cela, il se retrouva face à un front uni de propriétaires d'entreprises dirigés par un ancien PDG qui connaissait tous les trucs du métier. Ces termes de bail violant les lois de l'État, déclara fermement Ethan en glissant des preuves documentées sur la table. La coalition est prête à engager des actions légales si nécessaire. Le sourire confiant de Pierce faiblit alors qu'il réalisait que sa position s'était affaiblie. La communauté observait avec impatience le début des négociations, leur avenir en jeu. Lily était perchée sur un tabouret près du comptoir de la boulangerie, coloriant soigneusement de nouveaux affiches pour la coalition. « Monsieur Ethan », l'appelait-elle alors qu'il passait. « Allez-vous sauver tous les commerces ?» Ethan s'agenouilla à côté d'elle, examinant son œuvre. « Nous les sauvons tous ensemble », répondit-il. « Lily, dit-il, c'est ce que signifie la communauté. » Anna observa cette interaction de derrière le comptoir où elle aidait Maria à organiser les reçus.
La chaleur dans les yeux d'Ethan lorsqu'il parlait à Lily était un contraste frappant avec le businessman froid qui avait d'abord frappé à leur porte avec un chéquier. Leurs regards se croisèrent brièvement et Anna sentit son cœur s'emballer à cause du doux sourire qu'il lui offrit. Dans un coin faiblement éclairé du bureau à l'étage de la boulangerie Sanchez, Ethan et Matt étaient penchés sur des piles de documents financiers étalés sur la table en bois. La lumière du soir projetait de longues ombres à travers les fenêtres alors qu'ils rassemblaient des preuves de la tromperie de Richard. Regardez ces rapports trimestriels, dit Matt en pointant une série de chiffres. Les dates ne correspondent pas aux enregistrements de transactions, quelqu'un les a délibérément modifiés. Ethan hocha la tête d'un air sombre, sa mâchoire se serrant. Richard a toujours été méticuleux avec la documentation, il savait exactement ce qu'il faisait. Un doux coup à la porte interrompit leur concentration. Sarah Mitchell se tenait dans l'embrasure, serrant nerveusement son sac à main, son visage montrant la tension de nuit blanche. « Merci d'être venue, Sarah, » dit Ethan. Mais ensuite, elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une clé USB. Ce sont les fichiers originaux des sauvegardes du serveur. Richard ne savait pas que j'y avais accès. De l'autre côté de la ville, dans son bureau de coin luxueux, Richard Lawson faisait les 100 pas derrière son bureau. Il a pris son téléphone et a composé un numéro. « Monsieur Brox, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur Ethan Grant », a déclaré Richard d'une voix tranchante. « Suivez ses mouvements, ses contacts, tout. Je veux savoir ce qu'il planifie. » Leonard Brox, un homme usé dans la cinquantaine, était assis dans sa voiture garée devant le penthouse de Grayson. « Considérez cela fait, monsieur Langford. Je commencerai la surveillance immédiatement. » De retour à la boulangerie, Matt a branché la clé USB sur son ordinateur portable pendant qu'Ethan et Sarah examinaient les documents ensemble. La vérité commençait à émerger, cachée dans des colonnes de chiffres et des dates soigneusement altérées. Avec ces fichiers originaux, a déclaré Matt en scrutant l'écran, nous pouvons tout prouver maintenant. C'est ce qui compte le plus. Ethan a murmuré en ajustant doucement la position de Lily pendant qu'elle dormait paisiblement, nous les sauvons ensemble, Lily. Avec un sourire chaleureux, il a ajouté, c'est ça, être une communauté. Derrière le comptoir, Anna travaillait aux côtés de Maria, organisant des reçus. Elle a levé les yeux vers Ethan, remarquant l'affection sincère dans ses yeux alors qu'il parlait à Lily. C'était un contraste frappant avec l'homme froid et détaché qui était venu à sa porte avec un chèque. Leurs regards se sont croisés brièvement et Anna a senti son cœur s'emballer devant le doux sourire qu'il lui adressait. À l'étage, dans un bureau faiblement éclairé, Ethan et Matt examinaient des piles de documents financiers étalés sur la table. La lumière du soir déclinante projetait de longues ombres tandis qu'ils s'efforçaient de reconstituer les preuves de la tromperie de Richard. « Regardez ces rapports trimestriels », a dit Matt en tapotant un ensemble de chiffres, les dates ne correspondent pas aux enregistrements de transactions. Quelqu'un les a trafiqués intentionnellement. L'expression d'Ethan s'est durcie, sa mâchoire se serrant. Richard était toujours précis avec sa paperasse, il savait exactement ce qu'il faisait. Un léger coup à la porte a interrompu leur concentration. Sarah Mitchell se tenait dans l'embrasure, serrant fermement son sac à main, son visage marqué par la fatigue. « Merci d'être venue, Sarah », a déclaré Ethan en se levant pour l'accueillir. Hésitante, elle a plongé la main dans son sac et a sorti une clé USB. « Ce sont les fichiers originaux des sauvegardes du serveur », a-t-elle expliqué. Richard ne savait pas que j'y avais accès. De l'autre côté de la ville, Richard Lawson faisait les 100 pas dans son bureau opulent, les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres du sol au plafond. Il a pris son téléphone et a composé un numéro. « Monsieur Brox, j'ai besoin que vous surveilliez Ethan Grant », a déclaré Richard avec fermeté. « Je veux un rapport complet sur ses mouvements, ses contacts, tout. Je dois savoir exactement ce qu'il planifie. » Leonard Brox, un homme poilu dans la cinquantaine, était assis dans sa voiture garée devant le penthouse d'Ethan. « Considérez cela fait, monsieur Langford », a-t-il répondu en démarrant le moteur. La surveillance commence immédiatement. De retour à la boulangerie, Matt a branché la clé USB sur son ordinateur portable tandis qu'Ethan et Sarah examinaient les fichiers. Peu à peu, la vérité se faisait jour, cachée dans des colonnes de chiffres et des dates falsifiées. « Nous pouvons tout prouver maintenant », a déclaré Matt en scrutant l'écran. « C'est ce qui compte le plus. » Ethan a murmuré en ajustant doucement la position de Lily pendant qu'elle dormait paisiblement, « C'est ce qui compte le plus. » Le lendemain, Richard Lawson était assis dans son bureau faiblement éclairé,
un sourire prédateur se dessinant sur son visage tandis que Leonard Brox étalait des photographies sur le bureau en acajou brillant. Les images montraient Ethan rencontrant Sarah Mitchell, travaillant à la boulangerie Sanchez et organisant des réunions communautaires. « Excellent travail, Leonard », a déclaré Richard en retirant une photo d'Ethan et Sarah profondément engagés dans une conversation. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » En quelques heures, le bureau de Jonathan Pierce a commencé à envoyer des avis d'éviction. Maria et Carlos Sanchez sont restés figés dans leur boulangerie, les mains tremblantes en lisant le document menaçant. Des scènes similaires se déroulaient dans la rue alors que d'autres propriétaires d'entreprises recevaient leurs avis. « C'est du harcèlement », a déclaré Rachel d'une voix tranchante en scannant les papiers dans leur bureau improvisé. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper furieusement « Nous pouvons déposer une injonction d'urgence. » Ces avis d'éviction sont ouvertement rétorsifs. Ethan a hoché la tête, sa mâchoire se serrant avec détermination. « Combien de temps cela prendra-t-il » a-t-il demandé. « D'ici demain matin » a répondu Rachel. « Je suis déjà en train de rédiger les documents nécessaires. » Pendant ce temps, chez Grayson Enterprises, Richard a coincé Sarah Mitchell dans l'ascenseur. « Intéressant, cette réunion de déjeuner d'hier » a-t-il déclaré avec douceur, sa voix teintée de menace. « Avec notre ancien PDG ?» Le visage de Sarah est devenu pâle, mais elle a tenu bon. « Est-ce que vous me suivez » a-t-elle exigé. « Soyons clairs » a déclaré Richard en s'approchant, son ton glacé, « si vous continuez à aider Ethan, votre carrière est finie. Je m'assurerai que vous ne travailliez plus jamais dans la finance d'entreprise. » Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Sarah est sortie, les mains tremblantes. Elle s'est dirigée vers son bureau et s'est effondrée sur sa chaise, les larmes aux yeux. Sur son bureau se trouvait une photo encadrée de la lettre d'acceptation à l'université de sa fille, un rappel de l'éducation qu'elle travaillait encore à financer. À côté se trouvait un dossier contenant des preuves accablantes des activités frauduleuses de Richard. Sarah a ramassé le dossier avec des mains tremblantes, le poids de sa décision pesant sur elle, l'avenir de sa famille construit sur des années de travail acharné vacillant face à la vérité qu'elle tenait maintenant entre ses mains. Dans le quartier, Ethan s'est tenu devant la Brooklyn Bridge Business Coalition dans le centre communautaire. « Nous n'abandonnons pas », a-t-il déclaré d'une voix forte et ferme en s'adressant au visage anxieux devant lui. « Ma sœur Rachel va déposer l'injonction dès demain matin. Nous allons nous battre ensemble. » La salle bourdonnait de voix déterminées alors que les propriétaires d'entreprises partageaient leurs difficultés et réaffirmaient leur engagement à rester unis. Rachel travaillait discrètement en coulisses pour construire leur défense juridique tandis qu'Ethan se déplaçait de groupe en groupe, offrant réconfort et solidarité. Le lendemain, le bruit des talons de Sarah Mitchell résonnait contre le sol en marbre du bureau improvisé au-dessus de la boulangerie Sanchez alors qu'elle arrivait, portant une lourde boîte de documents. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage reflétait une pure détermination. « C'est tout » a-t-elle déclaré en posant la boîte sur le bureau où Ethan, Rachel et Matt s'étaient réunis. Des emails falsifiés, des rapports financiers altérés, même des enregistrements de réunions du conseil où Richard a trafiqué les chiffres. Rachel a commencé à trier les preuves avec la précision d'une avocate expérimentée. « C'est exactement ce dont nous avions besoin », a-t-elle déclaré. La manipulation de ces rapports trimestriels est suffisante pour prouver la fraude. « Merci, Sarah. » La voix d'Ethan était douce mais sincère. « Je sais combien cela a dû te coûter », a-t-il dit en étalant les documents sur la table. Ensemble, ils ont commencé à préparer leur dossier pour la prochaine réunion des actionnaires. Les preuves peignaient un tableau sombre et indéniable de la trahison calculée de Richard. Pendant ce temps, chez les Thompson, Anna était allongée sur le canapé, toujours pâle mais reconnaissante d'être enfin rentrée de l'hôpital. Ethan s'asseyait à côté d'elle, expliquant leur plan pour exposer Richard. « Nous avons des preuves de tout ce qu'il a dit », a-t-il déclaré d'un ton calme mais résolu. « À la réunion des actionnaires la semaine prochaine, nous présenterons tout. » Anna a placé sa main sur la sienne. « Tout le quartier te soutient, Ethan. Tu nous as montré ce qu'est le véritable leadership », a-t-elle dit en souriant. En dehors, le bruit de l'activité animée a attiré leur attention. Lily est entrée en trombe par la porte, les yeux brillants d'excitation. « Venez voir », a-t-elle exclamé en tirant sur la manche d'Ethan. En se dirigeant vers la fenêtre, Ethan a vu un rassemblement de voisins dans la rue en contrebas avec des pancartes faites maison, « Nous soutenons Ethan » et « Communauté avant la cupidité ». Maria et Carlos Sanchez distribuaient des pâtisseries fraîches tandis que coach Peterson coordonnait les chaises et les tables.
J'ai dit à tout le monde que vous vous battez pour nous, a déclaré Lily fièrement. Et ils veulent tous aider. Ethan s'est tenu à la fenêtre, submergé par la vue des familles qu'il avait appris à connaître, des propriétaires d'entreprises qu'il avait guidés et des enfants qu'il avait rencontrés à travers Lily, tous se ralliant pour le soutenir. L'homme froid et distant qui s'était autrefois effondré sur le pont de Brooklyn semblait complètement différent. Rachel l'a rejoint à la fenêtre, posant une main réconfortante sur son épaule. « C'est ça, le vrai succès, mon frère », a-t-elle dit doucement. De retour à la table, Matt travaillait à organiser les preuves en présentation polie et convaincante tandis que Sarah ajoutait des notes détaillées décrivant les stratagèmes de Richard. Leur dossier était sans faille, leur détermination inébranlable, renforcée par le soutien indéfectible de la communauté et la vérité. Ils étaient prêts à dévoiler tout cela. La grande salle de conférence de Grayson Enterprises bourdonnait de tension alors que les actionnaires et les membres du conseil affluaient, leur conversation chuchotée créant un courant d'anticipation. Ethan Grant se tenait avec confiance à l'avant de la salle, sa posture détendue mais imposante, une différence marquée par rapport à l'attitude rigide qu'il avait autrefois. Flanqué de Rachel, Matt et Sarah, chacun tenant des dossiers remplis de preuves accablantes, Ethan faisait face à une salle remplie d'actionnaires et de membres du conseil. À la tête de la table, Richard Lawson était assis dans le fauteuil du PDG, son sourire suffisant habituel vacillant alors qu'Ethan s'approchait du podium. La salle est devenue silencieuse. « Mesdames et messieurs », a commencé Ethan d'une voix stable et claire, « je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant qu'ancien PDG de cette entreprise, mais aussi en tant que personne ayant découvert une vérité troublante avec une précision délibérée. » Ethan a présenté les preuves une par une. Des rapports financiers ont apparu sur le grand écran derrière lui, suivis de mets incriminants et d'enregistrements de conversations. Sarah Mitchell est venue ajouter son témoignage, ses mots ajoutant du poids à chaque révélation. Ces documents révèlent clairement une fraude systématique orchestrée par Richard Lawson, a expliqué Rachel en soulignant des exemples spécifiques de détournement de fonds et de falsification. Richard s'est levé d'un bond, son visage rouge de colère. « C'est absurde », a-t-il crié. Grayson essaie de détruire cette entreprise. Il est instable, fréquentant des gens de la rue Common. Les actionnaires ont murmuré entre eux, mais Matt Daniels est intervenu calmement pour présenter la prochaine pièce de preuve, une conversation enregistrée de Richard planifiant méticuleusement le stratagème. La maîtrise de Richard a commencé à s'effondrer. « Vous êtes tous des imbéciles », a-t-il rugi en pointant un doigt accusateur vers Ethan. « J'ai construit cette entreprise pendant que vous jouiez les travailleurs caritatifs à Brooklyn. » Deux agents de sécurité de la SEC se sont approchés alors que son comportement se détériorait davantage. Sa cravate était de travers et son apparence soigneusement soignée se défaisait, tout comme ses mensonges. Le président du conseil a rapidement appelé à un vote. Face à des preuves accablantes, les actionnaires ont levé la main un par un. La décision a été unanime. Ethan serait rétabli en tant que PDG. « Vous ne pouvez pas faire cela », a déclaré Richard en se jetant vers le podium, mais la sécurité l'a intercepté alors qu'il était traîné hors de la salle. Ses cris résonnaient dans les couloirs remplis de menaces et d'accusations. Le président du conseil s'est levé de son siège. « Monsieur Grayson, au nom du conseil, nous vous présentons nos plus sincères excuses. Veuillez accepter à nouveau le poste de PDG de Grayson Enterprises. » Ethan a acquiescé, acceptant le rôle avec une dignité tranquille alors que la salle éclatait en applaudissements. Le lendemain, avec Ethan de retour à la barre, le grand hall principal de Grayson Enterprises était rempli d'employés de tous les départements. Les visages, remplis d'anticipation et de curiosité, se tournaient vers le podium alors qu'Ethan montait, semblant plus accessible que jamais dans son costume bien ajusté. « Pendant des années, j'ai dirigé cette entreprise en me concentrant uniquement sur les profits, mais j'ai oublié qu'une entreprise, c'est plus que son bilan. C'est avant tout des gens, » a déclaré Ethan d'une voix forte mais réfléchie qui résonnait dans le hall. « Mon expérience récente m'a enseigné des leçons inestimables sur la communauté, la compassion et la responsabilité. » Ethan a continué, « À partir d'aujourd'hui, Grayson Enterprises tracera une nouvelle voie. » Il a fait un geste vers Matt Daniels, debout à proximité. « Tout d'abord, je suis fier d'annoncer le retour de Matt Daniels en tant que directeur des opérations. Son dévouement et son intégrité incarnent les principes que nous allons désormais défendre. » Des applaudissements ont éclaté lorsque Matt est avancé, son sourire chaleureux reflétant le soutien de la salle. Ethan a ensuite tourné son attention vers Sarah Mitchell, assise au premier rang. « Sarah Mitchell m'a montré ce que j'avais négligé, l'importance de redonner, a-t-il déclaré.
je la nomme nouvelle vice-présidente de la responsabilité sociale d'entreprise. Les yeux de Sarah se sont écarquillés de surprise alors que des applaudissements parcouraient la foule. Se levant, elle a accepté le rôle avec grâce et détermination. Nos nouvelles initiatives incluront un programme de soutien aux petites entreprises, particulièrement dans les zones défavorisées. Nous lancerons également un fonds de développement communautaire et mettrons en œuvre des pratiques durables dans toutes nos opérations. Chaque département formera des comités pour contribuer des idées et aider à concrétiser ses plans. L'énergie dans la salle a palpablement changé. Les employés ont commencé à hocher la tête, échangeant des regards excités et prenant des notes. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer notre image d'entreprise, a insisté Ethan d'une voix riche de conviction. Il s'agit de devenir une force positive dans notre communauté. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans cette transformation. Autour de la salle, les employés se sont redressés dans leurs sièges, visiblement émus par sa passion. L'atmosphère corporative rigide a cédé la place à un sentiment collectif de but et d'inspiration. Ensemble, Ethan a conclu, nous pouvons construire quelque chose de vraiment significatif, une entreprise qui mesure le succès non seulement en profit, mais aussi dans les vies que nous touchons et les communautés que nous soutenons. La réponse a été électrique. Toute la salle s'est levée en ovation debout, les applaudissements tonitruants et sincères. En regardant la foule, Ethan a vu des visages rayonnants d'un nouvel espoir, signalant le début d'un chapitre transformateur pour Grayson Enterprises. Cet après-midi-là, la chaleur du soleil d'automne inondait la fenêtre de l'appartement des Thompson alors qu'Ethan était assis à la petite table de la cuisine avec Anna et Lily. Son excitation était indéniable alors qu'il partageait la nouvelle de sa réintégration et de sa victoire sur Richard Lawson. « C'est une nouvelle incroyable, Ethan !» s'est exclamé Anna, son teint visiblement plus lumineux depuis qu'elle avait commencé son nouveau traitement. Lily a rebondi avec enthousiasme sur sa chaise. « Cela signifie-t-il que vous viendrez nous voir plus souvent ?» a-t-elle demandé. « En fait, » a répondu Ethan en plongeant la main dans sa mallette avec un sourire, « j'ai quelque chose de spécial à vous montrer à toutes les deux. » Il a sorti un ensemble de dessins architecturaux, les étalant soigneusement sur la table. « Ce sont les plans pour un nouveau parc que nous voulons construire dans le quartier, dédié à votre père, Daniel, a-t-il déclaré en étalant les designs sur la table. La main d'Anna est allée à sa bouche, des larmes montant alors que Lily se penchait en avant, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « Regarde, maman !» a-t-elle exclamé en pointant les rendus colorés, « il y aura des balançoires et un terrain de jeu. » Le ton d'Ethan était doux mais déterminé lorsqu'il a continué, « Je travaille avec la conseillère municipale Patricia Lopez pour sécuriser l'emplacement parfait, à seulement 3 pâtés de maison d'ici. Nous voulons créer un espace qui honore non seulement la mémoire de Daniel, mais qui sert aussi la communauté qui l'aimait tant. » Anna a essuyé ses yeux, sa voix tremblante d'émotion. « Ethan, je ne sais même pas quoi dire. » Ethan a placé sa main sur celle de Lily, rencontrant son regard. « Ton père était un héros ?» a-t-il dit doucement. Le parc comportera une plaque commémorative racontant son histoire pour que les générations futures puissent connaître son courage. Peu de temps après, la conseillère municipale Lopez est arrivée, apportant plus de détails sur le projet. Elle les a rejoints à la table, discutant des délais et de la manière d'impliquer la communauté, tandis que Lily ajoutait avec enthousiasme ses propres touches créatives au plan du parc avec des crayons et des marqueurs. La réaction du quartier a été incroyable, a partagé Patricia. Tout le monde veut participer à la planification et à la construction. Alors qu'il parlait, Ethan a remarqué à quel point l'énergie d'Anna s'était améliorée depuis qu'elle avait commencé ses traitements. Ses yeux scintillaient et son sourire apparaissait plus souvent, remplissant la pièce de chaleur. Leurs regards se sont croisés brièvement à travers la table, s'attardant un instant plus longtemps que prévu. Calmement, Ethan s'est tourné vers Anna et a dit « La fondation s'engage à couvrir vos soins médicaux aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Anna l'a regardé, sa voix douce mais ferme. « Vous avez déjà fait tellement », a-t-elle déclaré en tendant la main vers l'un des dessins. Sa main a effleuré celle d'Ethan, un petit geste mais significatif. « Toi et Lily m'avez appris ce qui compte vraiment », a-t-il répondu d'une voix basse. Tout le reste s'est simplement mis en place. La lumière dorée de l'après-midi continuait de inonder l'appartement tandis que le groupe planifiait et rêvait ensemble, leurs voix se mêlant au bavardage joyeux de Lily. La cuisine modeste, autrefois un espace simple et sans prétention, bourdonnait maintenant d'espoir et de nouveaux commencements remplis de possibilités qu'ils n'auraient pas pu imaginer il y a quelques mois. La semaine suivante, le chantier du parc commémoratif Daniel Carter bourdonnait d'activité alors que les ouvriers coulaient les fondations.
Ethan marchait à travers le site, saluant les membres de l'équipe, dont beaucoup reconnaissaient-ils comme des voisins rencontrés via la Brooklyn Bridge Business Coalition. La deuxième phase commence la semaine prochaine, a expliqué le contremaître Mike Rodriguez en pointant une section du site. Nous avons embauché 20 personnes de plus du quartier pour aider. De l'autre côté de la rue, les fenêtres fraîchement installées de l'extension de la boulangerie Sanchez brillaient au soleil, rappel visible des progrès et du renouveau se répandant dans la communauté grâce au programme de subvention aux petites entreprises d'Ethan. Maria et Carlos avaient agrandi leur boulangerie, doublant sa taille et embauchant 5 nouveaux employés. Le programme de mentorat avait tout changé. Ethan nous a montré comment gérer l'inventaire et améliorer notre marketing, maintenant nous avons du mal à suivre toutes les commandes, a déclaré Maria à Anna Carter en emballant des boîtes de pâtisserie chaude. Pendant ce temps, Rachel Grant avait transformé une devanture abandonnée en une clinique juridique prospère. Chaque mercredi et samedi, elle et une équipe d'avocats bénévoles aidaient les résidents locaux avec des problèmes comme les litiges de logement, les contrats et d'autres préoccupations juridiques. C'est incroyable ce que le soutien juridique approprié peut faire pour un quartier, a déclaré Rachel à Madame Evelyn Harris, qui avait renégocié avec succès les termes de financement de sa bibliothèque grâce à l'aide de la clinique. La Brooklyn Bridge Business Coalition a tenu sa réunion mensuelle dans le gymnase nouvellement rénové de l'entraîneur James Peterson. Les propriétaires d'entreprises ont échangé des histoires de réussite et ont brainstormé de nouvelles initiatives. La coalition, qui avait commencé avec seulement une poignée de participants, s'était développée pour inclure plus de 50 entreprises, chacune s'engageant à soutenir les autres. Quand Ethan a mentionné pour la première fois l'idée de cette coalition, je n'ai jamais pensé qu'elle nous unirait comme ça, a déclaré coach Peterson au groupe, sa voix remplie de fierté. Lily Carter passait de nombreux après-midi à observer les progrès du parc de son père à distance, souvent avec Ethan ou Anna à ses côtés. Un jour particulièrement ensoleillé, elle a tiré sur la manche d'Ethan alors qu'ils observaient les ouvriers installer les nouveaux équipements de jeu. « Regarde !» a-t-elle exclamé en pointant le centre où le mémorial de son père était en préparation, « le parc de Daddy devient tellement beau. » Anna a serré la main de sa fille, les yeux brillants de larmes de joie. « C'est vrai, ma chérie ?» a-t-elle répondu doucement. Lily a souri, son visage rayonnant de fierté. « Tout le quartier est magnifique maintenant », a-t-elle poursuivi, « et c'est grâce à vous qui avez aidé tout le monde, Ethan, tout comme mon papa le faisait. » Les changements dans la communauté étaient évidents partout, des rues autrefois fatiguées et oubliées bourdonnaient désormais de vie, les vitrines des magasins affichaient fièrement des pancartes, recherche d'aide, et les familles se rassemblaient dans des terrains transformés en jardins communautaires vibrants. Le jour de l'inauguration du parc commémoratif Daniel Carter, le soleil d'automne diffusait une lueur dorée sur le parc. Des centaines de membres de la communauté se sont réunis pour la célébration. Des ballons colorés et des banderoles ornaient l'entrée, et l'odeur des pâtisseries fraîches de la boulangerie Sanchez se mêlait aux offres d'autres vendeurs locaux. Les enfants couraient entre les chaises disposées devant la statue couverte, leur rire résonnant sur les allées fraîchement pavées. À proximité, coach Peterson organisait des jeux tandis que Madame Evelyn et Harris distribuaient des brochures détaillant la vie et l'héritage de Daniel Carter. À midi pile, la conseillère municipale Patricia Lopez est montée sur le podium. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un nouveau parc, mais aussi l'esprit durable d'un héros qui a inspiré cette transformation, a-t-elle déclaré. La foule est devenue silencieuse alors que la statue était dévoilée. Coulée en bronze, elle représentait Daniel Carter dans un moment de bravoure, tendant la main pour aider quelqu'un d'autre. L'audience est restée en silence admiratif, réfléchissant à l'héritage d'un homme dont le courage avait déclenché la renaissance d'une communauté. Anna Carter a pressé sa main contre sa bouche, les larmes coulant sur ses joues alors que l'émotion la submergeait. À ses côtés, Ethan a posé une main ferme sur son épaule, offrant un soutien silencieux. Quand Ethan Grant est monté sur le podium, la persona corporative polie qu'il portait autrefois n'était plus visible, remplacée par une chaleur reflétant sa transformation. Il y a quelques mois, j'étais un homme différent, a-t-il commencé, sa voix stable et sincère alors que la foule écoutait en silence. Je pensais que le succès se mesurait en dollars et en contrats, mais une petite fille m'a montré que la véritable richesse se trouve dans les connexions que nous établissons et les vies que nous touchons. Son regard a dérivé vers Lily, qui se tenait dans la foule, rayonnant de fierté. L'héritage de Daniel Carter nous rappelle qu'un acte d'altruisme peut se propager à toute une communauté. Son esprit vit en chacun de nous, chaque voisin qui tend la main, chaque entreprise soutenant les familles locales, chaque enfant jouant dans ce parc. Touché par ces paroles,
Anna s'est avancée de manière inattendue pour se tenir aux côtés d'Ethan au podium. « Merci », a-t-elle déclaré simplement, sa voix chargée d'émotion. « Vous avez aidé notre communauté à guérir et à devenir plus forte. » Leurs regards se sont croisés brièvement, exprimant plus en ce moment que des mots ne pourraient jamais le faire. Dans la foule, Daniel Hartman a souri, fier d'être témoin de la transformation de son vieil ami, tandis que Rachel Grant essuyait discrètement ses larmes, profondément émue par le parcours de son frère. Puis est venu le moment tant attendu, la cérémonie de coupure du ruban. Lily Carter, vêtue de sa robe jaune préférée, s'est avancée avec de grands ciseaux à la main et un regard déterminé sur le visage. Elle a coupé le ruban rouge avec enthousiasme alors que la foule éclatait en acclamations et applaudissements. Les portes du parc se sont ouvertes, la musique emplissant l'air et la célébration commençant. Avec sincérité, Maria et Carlos Sanchez distribuaient des plateaux de pâtisserie tandis que les enfants se précipitaient, impatients d'explorer le nouveau terrain de jeu. Supervisant tout cela se tenait la statue en bronze de Daniel Carter, un symbole intemporel de courage, de compassion et de la force durable de la communauté. Une brise d'automne faisait bruisser les feuilles des arbres alors qu'Ethan Grant s'asseyait tranquillement sur un banc en bois dans le parc, son attention partagée entre le son des enfants qui jouaient et la photo encadrée reposant dans ses mains. L'image montrait un Ethan bien plus jeune, debout aux côtés de son père lors d'un match de baseball, tous deux souriant largement. Il traçait le bord du cadre du bout des doigts, se rappelant comment il avait gardé cette photo cachée dans un tiroir pendant tant d'années. Ses pensées ont été interrompues par le son du rire joyeux de Lily, attirant son regard vers le haut. Elle était engagée dans un jeu élaboré de tag avec Tommy Williams et Sarah Johnson, leurs chaussures soulevant des copeaux de bois en se faufilant autour du terrain de jeu. Sa joie pure et sans filtre rappelait à Ethan la lumière qu'elle avait ramenée dans sa propre vie. Anna s'est approchée discrètement, s'installant à côté de lui sur le banc. Sa santé améliorée était évidente dans la couleur retrouvée de ses joues et l'éclat de ses yeux. Elle a jeté un coup d'œil à la photo dans ses mains et a souri doucement. « Je n'ai pas regardé ça depuis des années », a déclaré Ethan doucement, sa voix teintée de réflexion. Lily m'a appris que c'est bien de se souvenir, de ressentir. La main d'Anna s'est glissée dans la sienne, leurs doigts s'entrelacent naturellement. Elle a cet effet sur les gens, a-t-elle déclaré doucement, un sourire chaleureux éclairant son visage. Que penses-tu que ton père dirait de tout ça, Ethan ? Ethan a fait une pause, son regard fixé sur la scène devant lui. Je pense qu'il serait fier, a-t-il répondu, non pas du succès commercial, mais de enfin comprendre ce qu'il avait toujours essayé de m'enseigner sur la communauté et le soin des autres. Ils se sont assis ensemble dans un silence paisible, regardant les enfants grimper sur les équipements de jeu, les parents partageant des conversations sur les bancs voisins et les couples âgés se promenant main dans la main le long des sentiers sinueux du parc. Le parc était devenu un centre vibrant, un lieu qui rayonnait de vie et rapprochait le quartier. Je n'aurais jamais pensé trouver cela, a admis Ethan après un moment, serrant doucement la main d'Anna. Un sentiment d'appartenance, un but au-delà des chiffres et des marges bénéficiaires, des gens qui se soucient de moi pour ce que je suis, pas seulement pour ce que je peux faire pour eux. Anna s'est tournée vers lui, les yeux scintillant d'émotion. Nous pourrions construire quelque chose de beau ensemble, a-t-elle déclaré. Ethan, nous le faisons déjà, a-t-il répondu, sa voix remplie de certitude tranquille. Ils se sont tous deux tournés alors que Lily appelait du haut du toboggan, son petit bras agitant avec enthousiasme. Ethan a répondu par un signe de la main, son sourire large et sincère reflétant la paix profonde qu'il avait découverte grâce à cette seconde chance inattendue dans la vie. Si vous avez apprécié l'histoire d'Ethan et Lily, j'ai choisi une autre histoire touchante qui vous inspirera. Ne la manquez pas, cliquez ici pour regarder.